décès. Il avait 29 ans. C'était un garçon absolument charmant. Les amis, les familles consultent désespérément les listes des blessés admis à l'hôpital. Parfois une bonne nouvelle. Ils viennent eux de retrouver leurs copains. Théo va très bien, il a eu pas mal, il est un peu amoché, c'est plus impressionnant. Place de l'école militaire, un lieu d'accueil a été ouvert pour les familles. Hier soir, cette femme n'avait toujours aucun signe de son frère. Il était dans le 11e arrondissement au moment des attentats. Elle a déjà fait le tour des hôpitaux. Il n'a pas son téléphone sur lui parce que ça a sonné toute la nuit, toute la matinée, jusqu'à 9h. Et ça ne sonne plus. À l'heure qu'il est, une vingtaine de corps n'a toujours pas été identifié. Oui, toujours l'émotion et la solidarité des anonymes un peu partout en France et bien sûr à Paris. On va retrouver Sophie Goldstein en direct depuis le 10e arrondissement de Paris devant le restaurant Le Carillon où les terroristes ont tué au moins 15 personnes vendredi soir. Sophie, vous êtes avec nous. Que se passe-t-il en ce moment autour de vous devant ce restaurant Le Carillon ? Écoutez, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. Les gens sont venus voir ce qu'il y avait à voir et ce qu'il y a à voir, c'est le recueillement des gens du quartier et des gens également qui reviennent sur les lieux où, vous le disiez il y a un instant, les assaillants ont débarqué vendredi soir et ont ouvert le feu de façon indiscriminée, tuant 15 personnes. Ici, le Carillon, donc, qui est un bar, et ici, le Petit Cambodge, qui est un restaurant extrêmement populaire de ce quartier lui-même populaire, un quartier où les gens viennent, ils sortent là où ils habitent, si vous voulez, et c'est un quartier très métissé. Justement, la question qui préoccupe beaucoup les gens aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi vouloir tuer dans ce quartier où les gens vivent évidemment en toute bonne entente, un quartier très métissé culturellement et socialement. Et nous sommes allés un peu plus tôt, nous sommes allés place de la République à 5 minutes d'ici, où nous avons rencontré énormément de monde aussi, quelques 200 personnes, 200 à 300 personnes se pressaient place de la République. Des gens qui sont venus en famille, des gens qui ne sont pas français mais qui sont venus en solidarité, exprimer leur solidarité avec les victimes, dire leur tristesse, dire le refus de l'amalgame et le refus de la haine. Et je vous propose d'écouter. Je crois que c'est ce qu'on peut faire de mieux, pour moi en tout cas. Moi j'ai perdu personne et je sais qu'il y a plein de gens qui ont perdu des gens et voilà, si je peux leur apporter un peu de réconfort, c'est ma façon moi de me manifester. J'avais pas envie de rester enfermée chez moi et voilà. Il faut être solidaire, il faut se serrer les coudes les uns avec les autres, il ne faut pas se laisser abattre comme ça. Et puis il faut aussi dire à tout le monde qu'on est tous ensemble. En réalité, ça fait plus de 10 ans que nous venons en France. On n'a jamais vécu ces genres d'événements et ça nous dépasse au fait. La religion, c'est pas ça. Musulmane, catholique, c'est pas ça la religion. Donc c'est une fausse guerre en fait. Voilà. Donc on est venu montrer aujourd'hui notre solidarité pour les familles, notre tristesse, l'incompréhension, la rage parce qu'on ne comprend pas. Voilà. Il faut continuer à vivre comme avant. Voilà. Il ne faut pas laisser la peur nous gagner, même si l'émotion est très forte aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'on vient à République puisqu'on est venu pour Charlie Hebdo le 11 janvier. Et je trouve que 2 fois c'est beaucoup. Voilà, merci Sophie Goldstein pour ces témoignages donc recueillis depuis Paris, depuis le 10e arrondissement de Paris. Avec nous en plateau, Rachid Benzine, bonsoir. Bonsoir. Rachid Benzine, vous êtes islamologue, chercheur associé à l'Observatoire du religieux. Vous enseignez aussi à Sciences Po à Aix-en-Provence, je pense. Vous appelez d'une manière générale à une réforme de l'islam, loin d'une lecture d'exclusion et de violence. Alors, le communiqué de revendication des attentats par le groupe État islamique cite une sourate du Coran, c'est la sourate 59. Des témoins de l'attaque au Bataclan ont entendu crier Allahu Akbar, des tueurs qui se revendiquent de l'islam. Ça vous semble
Deux mots qui peuvent aller ensemble? Oui, en tout cas, c'est une idéologie qui est liée d'abord à des conflits politiques, à un conflit politique avec un habillage religieux, puisque l'État islamique, à chaque fois qu'il passe à l'action, a besoin de trouver dans les sources scripturaires de l'islam un certain nombre d'éléments que l'on trouve soit dans le Coran, soit dans la tradition prophétique. Mais il y a véritablement une manipulation de ces textes-là. Et on le voit bien ici, en ce qui concerne l'utilisation de la sourate 59, verset 2, où on parle justement de l'expulsion d'une tribu juive de Médine, puisque le prophète quitte la Mecque pour aller à Médine, et c'est Dieu qui expulse. Et donc, il n'y a pas du tout l'idée de massacre. Et on voit bien que là, il y a une véritable manipulation dans la mesure où on va délocaliser un contexte et un verset, on prend un fragment pour l'utiliser, pour passer, justifier les tueries auxquelles nous avons assisté. L'État islamique, c'est une organisation islamiste, oui ou non? Ou sinon, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation d'abord politique qui est le fruit du chaos contemporain et qui n'a absolument rien à voir avec l'islam historique tel que nous l'avons connu. Mais c'est une production de l'islam contemporain. Merci Rachid Benziz. On vous retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. On va parler de l'enquête qui a progressé ces dernières heures en France, mais surtout en Belgique. 2 des voitures utilisées par les terroristes ont été retrouvées. Elles étaient immatriculées en Belgique. L'une des 2 a été abandonnée à Montreuil, en France. Les enquêteurs ont découvert plusieurs kalachnikovs à bord de cette voiture. La police belge a procédé à au moins 5 arrestations à Molenbeek, qui est dans l'agglomération de Bruxelles. Et on apprend que 3 des terroristes seraient des frères et qu'au moins 2 d'entre eux, morts à Paris, avaient résidé à Bruxelles. Grégory Fontana. Les dernières informations proviennent du parquet belge, désormais placé au cœur de l'enquête après la saisie à Paris de 2 voitures immatriculées en Belgique et louées dans la région bruxelloise en début de semaine. L'une a été retrouvée près du cimetière Lachaise à Paris, la deuxième à proximité du Bataclan. C'est cette dernière qui a conduit à une vague d'arrestations en Belgique. Au moins 7 suspects interpellés depuis hier dans le quartier de Molenbeek, dont le loueur du véhicule. Les premières présentations devant un juge devraient intervenir dans les prochaines heures. Autre précision du parquet belge, parmi les auteurs des attentats figuraient 2 Français ayant résidé à Bruxelles. Les enquêteurs français, eux, s'intéressent de très près à cette voiture, elle aussi immatriculée en Belgique et retrouvée dans la nuit à Montreuil. Après les mitraillages des terrasses de bars et restaurants dans le 10e arrondissement de Paris, des témoins ont affirmé que les tireurs circulaient à bord d'une Seat noire. Des armes ont été retrouvées à l'intérieur, des fusils d'assaut et des kalachnikovs identiques à celles utilisées par les tireurs. Et cette voiture soulève une question de taille. Qui est venu l'abandonner dans les rues de Montreuil? Un complice? Un ou plusieurs auteurs des attentats? Cette ou ces personnes font-elles partie du groupe de suspects interpellés en Belgique? Pour le moment, l'identité d'un seul des assaillants a été révélée, celle d'un Français de 29 ans, Omar Ismaël Mostefaï. Il participait à la prise d'otage du Bataclan, connu pour des délits de droit commun. Il n'a jamais été incarcéré ni impliqué dans un dossier terroriste, même s'il a fait l'objet en 2010 d'une fiche de renseignement pour radicalisation. 7 de ses proches sont actuellement en garde à vue. Oui, on apprend que le ministre français de l'Intérieur vient à l'instant de souligner l'origine belge de ces attentats. Nous allons d'ailleurs rejoindre Claude Moniquet qui est avec nous depuis Bruxelles. Claude Moniquet, bonsoir. Vous êtes un ancien journaliste, mais surtout ancien des services extérieurs français, l'ancienne DGSE. Aujourd'hui, vous dirigez une société d'analyse stratégique et de renseignement basée dans la capitale belge. Alors, beaucoup de questions à vous poser. L'enquête révèle des connexions importantes entre les terroristes français et belges. C'est plus qu'un soutien logistique. On peut parler d'une véritable filière franco-belge? Oui, on avait pas de doute, puisque la connexion franco-belge était évidente depuis la nuit de vendredi à samedi, mais on ne savait pas très bien où placer les Belges dans le paysage, sur la photographie. Est-ce que c'était simplement des logisticiens qui avaient fourni les véhicules, ou est-ce que c'était des acteurs, des opérateurs qui avaient tiré sur le terrain et qui avaient participé à la commission de l'acte criminel? Manifestement, on s'oriente vers la deuxième piste, qui n'est d'ailleurs pas exclusif de la première. Ils peuvent avoir fourni les véhicules et les moyens, peut-être par exemple les gilets explosifs, mais manifestement, ces Belges ou ces Français résidant en Belgique, puisque c'est un peu les deux, ont joué un rôle central dans l'opération. Claude Moniquet, ce qui veut dire que la Belgique apparaît vraiment comme une plaque tournante du djihadisme en Europe, et là non plus, ce n'est pas une surprise?
Alors, ce n'est pas une surprise. J'aurais tendance à dire, sans vouloir faire de mauvais esprit dans une période aussi tragique, que moi, je suis surpris quand il n'y a pas de piste belge dans un attentat ou dans un complot terroriste français. Pourquoi ? Depuis quelques années. Parce que la Belgique occupe depuis 20 ans une place centrale. À l'époque où le GIA venait faire sauter des bombes à Paris, les gens du GIA venaient à Bruxelles pour rencontrer leur main-d'œuvre française. On a retrouvé les Belges en Afghanistan, en Irak.